Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde carrière et emploi organisée par les CHU de France. Donc on va commencer peut-être par se présenter. Moi je suis Pascale Cuberet, je suis directrice des soins et je suis en charge de la coordination générale des soins au CHU de Nice. Bonjour à tous, moi je suis aujourd'hui directeur des soins au CHU de Nice aussi. Bonjour, Elsa Blanc, je suis DRH adjointe à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Bonjour, Estelle Gégaud, responsable des services parcours professionnels et compétences à la PHM Marseille. Bonjour à tous, Valji Mourtaza, étudiant infirmier en 3e année au CHU d'Angers. Donc nous allons démarrer cette petite table ronde avec d'abord des témoignages de professionnels qui ont fait leur carrière en CHU et qui ont pu évoluer au sein de CHU. Et donc je vais commencer à donner la parole à Anne-Gaëlle qui va vous présenter son parcours professionnel en CHU. Merci beaucoup Pascal. Alors moi je suis infirmière de formation où j'ai effectué ma formation d'infirmière à Lille, au CHU de Lille. Et je suis sortie en fin 1997, donc ça fait maintenant quelques années. Et puis à cette époque, il y avait du chômage en tant qu'infirmière. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver un poste. Et donc j'ai commencé ma carrière dans le secteur privé, puis en secteur ESPIC, donc privé à but non lucratif. Et j'ai voulu évoluer. Alors je ne savais pas trop ce que je voulais faire, soit puéricultrice, soit cadre de santé. Enfin, j'avais pas mal d'idées, mais j'avais du mal à le concrétiser. Et quand à l'époque j'en ai échangé avec ma hiérarchie, mais j'avais peu de solutions. Et j'ai continué à chercher et j'ai eu l'opportunité de rejoindre la PHP à Paris. Et là, on a pu m'accompagner dans mon évolution de carrière. Donc j'ai pu rentrer à l'école des cadres, donc faire la formation à l'IFCS de la PHP. Et puis pendant quelques années, à cette époque, l'école des cadres ne donnait pas de master en parallèle. Donc j'ai continué à exercer dans plusieurs hôpitaux parisiens et là on m'a accompagnée pour encore parfaire mes compétences. Donc j'ai pu faire un master 2 en management des organisations. Donc c'est vraiment des opportunités que je n'ai pas pu avoir dans notre secteur, notamment dans le privé ou en PSPH à l'époque, les ESPIC aujourd'hui, qui m'ont accompagnée dans ces changements. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi travailler en CHU et en hôpital public? Ça veut dire qu'on peut muter aussi d'hôpitaux de la fonction publique en fonction publique. Et j'ai donc rejoint le CHU Nice. Donc comme cadre de santé, et là on a pu détecter mon potentiel et j'ai pu gravir, je dirais, les échelons jusqu'à être cadre supérieur de santé, puis cadre de pôle. Et aujourd'hui, je suis directeur des soins parce que j'ai pu bénéficier d'une formation de préparation à l'entrée au concours et de partir 1 an à l'école de santé publique à Rennes. Et depuis le mois de janvier, je suis donc de nouveau directeur des soins en CHU. Donc voilà, c'était aussi pour vous présenter les possibilités d'évolution. Donc moi, j'ai fait un choix vers les métiers de l'encadrement et de la gestion, mais il y a aussi plein d'autres possibilités de pouvoir évoluer en CHU. Merci de ton témoignage. On va maintenant écouter le témoignage d'un étudiant infirmier. On va vous laisser nous dire d'où vous venez et présenter votre parcours professionnel. Okay. Bon d'accord, comme je me suis présenté tout à l'heure, je viens du CHU d'Angers. Je suis également de base de la ville d'Angers et je fais partie des premières promotions qui ont été reçues par Parcoursup. Donc moi, voilà, j'avais demandé principalement les IFSI de Angers, Saumur et Cholet. Mais finalement, j'ai reçu une proposition à l'IFSI du CHU d'Angers. Donc je suis allé dans cette IFSI. Donc là, j'arrive au terme de ma formation, donc sur 3 ans. Et prochainement, je vais prendre un poste au CHU d'Angers. Par rapport à mon parcours, donc sur 3 ans, c'est quand même une formation qui est très riche, variée, très dense entre la pratique et la théorie. Mais comme on le dit, quand on a la volonté de faire, on y arrive à le faire. Donc au CHU d'Angers, ce que j'ai pu faire également, c'est que pendant 2 ans, j'ai été délégué de promotion.
Donc ça m'a permis de participer à différentes instances et d'où le fait aujourd'hui que le CHU m'a proposé de participer au salon infirmier. Voilà. Non, j'avais une question juste sur le choix des stages. Est-ce que vous avez fait tous vos stages au CHU? Il faut savoir qu'à Angers, le CHU a beaucoup de partenaires en termes de stages. Donc nos stages, c'est l'établissement qui a décidé eux-mêmes. Nous, on n'a rien cherché. Et sur les 3 ans, à part quand nous sommes arrivés à la 3e année, on nous a demandé des vœux. Des vœux qui peuvent être en fonction de nos choix professionnels. Si je vous raconte un peu par rapport à ce que moi j'ai demandé, moi j'ai envie de travailler en service d'EDN, c'est-à-dire en endocrinologie, diabétologie, nutrition. C'est un stage que j'avais demandé au cours de la 3e année et que j'ai eu en début d'année. Et ensuite, j'avais demandé également un stage de chirurgie, n'importe quelle chirurgie, hein, je n'avais pas de préférence, et on m'a donné un stage en chirurgie urologique. Donc, pour la plupart de mes collègues, en faisant un recensement, les vœux ont été respectés. Et on nous a trouvé les stages qu'on voulait. Donc ça, déjà, c'est un avantage. Et on a quand même une cellule de stage au CHU qui répond favorablement aux demandes des différents étudiants. Voilà. Moi, j'avais une question. Pourquoi avoir choisi un CHU? Alors, moi, j'ai choisi le CHU justement sur ma projection professionnelle. Si je peux en parler, comme je vous ai dit, j'ai envie de travailler en service d'EDN. Mais ensuite, j'aimerais bien me spécialiser dans quelques années, notamment en IPA, c'est-à-dire en infirmier de pratique avancée. Et je sais qu'au CHU, lorsqu'on a eu des cours sur tout ce qui est dispositif de formation continue, on nous a présenté les différentes modalités d'accompagnement. Et au CHU d'Angers, chaque année, il y a à peu près 7 places qui sont consacrées à certaines spécialités. Et je me suis dit que dans le futur, justement, le CHU pourrait répondre favorablement à ma demande et ainsi je pourrais être accompagné dans cette démarche pour me spécialiser ensuite. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Non? Alors, du coup, je vais peut-être passer. Merci beaucoup. Ah si, une question. Oui, bonjour. Bonjour, j'étais pas là au début, mais je voulais savoir par rapport à votre parcours, par rapport à votre parcours, quand vous êtes rentré à l'IFSI, vous étiez combien d'étudiants et combien à la fin des 3 ans? Alors nous, on est une grande promotion quand même, on était à peu près 150 au début. On arrive à la fin des 3 ans, on a perdu, entre le Covid, où la formation a bouleversé certains malheureusement, on a perdu pas mal de personnes en première année notamment, parce qu'on était en pleine deuxième vague quand on a commencé, et on a dû perdre à peu près une vingtaine de personnes en première année. Et là, on arrive au bout de la formation, et là, je pense qu'au total, sur les 3 ans, il y a 30 personnes qui se sont réorientées ou qui ont lâché complètement les études en soins infirmiers. Voilà. 3 ans. C'est tout. 3 ans en tout, ouais. Peut-être. Vous avez expliqué que vous avez choisi effectivement un parcours en centre hospitalier universitaire pour la diversité des outils qui pouvaient être proposés, notamment la formation tout au long de la vie. Alors je pense que c'est intéressant d'entendre peut-être le témoignage de Estelle Gégaud, qui est responsable parcours professionnel et formation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que voilà, ce service ou ce pôle parcours professionnel et formation? Alors, quand je suis arrivée il y a 3 ans à la PHM, il n'existait que le service formation continue. Et à l'arrivée de la nouvelle DRH, qui est à ma droite, quelques mois plus tard, eh bien, nous avons eu l'ambition de rassembler plusieurs secteurs d'activité et notamment tout ce qui concerne la GPMC, la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, mais aussi tout ce qui concerne le reclassement.
c'est-à-dire les professionnels qui, à un moment donné dans leur vie professionnelle, eh bien, ne peuvent plus exercer leur métier initial. Et donc, nous avons rassemblé ces 3 secteurs d'activité, formation continue, GPMC et reclassement, pour ne former qu'un seul et même service. Et puis, bien sûr, un service qui est à la disposition des professionnels de la PHM pour l'évolution de leur carrière et qui s'intitule « Service des parcours professionnels et compétences ». Merci. Vous avez donc développé, ou vous avez à votre main, au sein du centre hospitalier, un certain nombre d'outils. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques outils qui sont donc au service de l'évolution des carrières ? Alors, dans les exemples d'outils, il y en a 3 qu'il faut retenir, qui sont essentiels aujourd'hui dans notre discussion. Ce sont les études promotionnelles, la VAE, la validation des acquis de l'expérience, et puis, pour terminer, tout ce qui tourne autour des formations diplômantes. Alors, les études promotionnelles, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je vais faire une définition rapide. Mais c'est le fait de pouvoir, en qualité d'établissement de santé, en l'occurrence CHU, de pouvoir financer des études, de nouvelles études pour un salarié qui est déjà dans la maison, et permettez-moi l'expression, du coup, qui est déjà dans l'institution. Par exemple, je suis aide-soignant et je veux devenir infirmier. Ou bien, je suis infirmier et je veux devenir infirmier spécialisé, comme vous en parliez tout à l'heure, en puériculture ou en anesthésie, etc. Voilà. Alors, les études promotionnelles à la PHM, sur ces 2 dernières années, nous avons pu les tripler. Nous avons triplé le nombre d'études promotionnelles. Donc, nous avons 3 fois plus, en 2 ans, 3 fois plus de salariés, de professionnels de la PHM qui bénéficient de ces études promotionnelles. Qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois le fait que la PHM va payer l'enseignement, va payer le coût pédagogique de la formation, mais c'est aussi le fait que le professionnel, le salarié, va continuer de percevoir son salaire pendant tout le temps de la scolarité. Donc c'est une très belle opportunité que les CHU proposent. Peut-être que Anne-Gaëlle, vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet? Oui, non, mais c'est vrai que pour nous, c'est important. Et je dis nous parce que Mme Cubérès, Pascal Cubérès et moi, on est très attachés à l'évolution de nos professionnels et notamment au CHU de Nice parce que on a tous des qualités, on a tous des talents et je crois que rien de mieux et il n'y a rien de plus gratifiant de voir nos professionnels s'épanouir, arriver à réaliser leurs rêves, leurs objectifs et de pouvoir les accompagner. Alors c'est vrai que ça se prépare, ça s'encadre, ça demande aussi de la méthode et effectivement d'une partie aussi RH. Estelle, je pense que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce volet-là. Alors en effet, je vous ai présenté 3 dispositifs, études promotionnelles, VAE et formation diplômante. Donc je poursuis, VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc cette opportunité également de pouvoir bénéficier d'un nouveau diplôme en passant par la VAE qui très souvent est accompagnée par l'ANFH qui est un véritable partenaire des hôpitaux et entre autres des CHU, l'Association nationale pour la formation des hospitaliers. Et puis pour terminer, les formations diplômantes qui, quant à elles, peuvent permettre, pareil, tout au long de la vie et tout au long de la carrière du professionnel, qui peut lui permettre de passer de nouveaux diplômes. On peut parler du CAP, comme on peut aller jusqu'au doctorat. Alors, nous avons des diplômes universitaires, des DESU, des masters. En tout cas, à la PHM, pareil, sur ces 3 dernières années, nous avons grandement développé tous ces financements. Et là aussi, du coup, cette chance pour les salariés de voir la scolarité de payer pour ces temps de formation, très souvent sur les bancs universitaires. Alors pour essayer juste de comprendre et donner un exemple très concret sur une évolution de carrière, demain vous avez envie de devenir, dans 5 ans vous voulez devenir cadre ou IPA, comment ça se passerait dans un CHU? Alors d'abord, soit vous avez un projet qui est mûr, et dans ce cas-là, vous pouvez directement être orienté vers une préparation à un concours, puisque
en qualité de CHU, nous préparons au concours. Donc on peut aussi proposer toutes les prépas au concours, prépa IFSI, prépa école des cadres, etc. Et puis si c'est un petit peu moins mature, vous avez quelques hésitations, vous ne savez pas précisément comment vous voyez votre avenir et vous avez besoin d'être guidé, nous bénéficions de professionnels qui sont des conseillers en évolution professionnelle, des CEP. À la PHM, on en compte 4, par exemple. Et ces professionnels-là, ils sont certifiés par la NFH pour être vraiment des experts sur le fait de pouvoir accompagner individuellement chaque professionnel qui se pose quelques questions sur, en effet, la suite de sa carrière. Et le professionnel, alors, il peut poursuivre sa carrière dans le milieu hospitalier, mais à un moment donné aussi, peut-être souhaite-t-il le quitter, ce milieu hospitalier. Et là, on a également le dispositif du CFP, du congé de formation professionnelle, pour une reconversion hors hôpital. Ok, très bien. Donc, si je comprends bien ce que vous proposez dans les CHU, c'est un parcours, c'est d'accompagner un agent à travers un parcours tout au long de la vie, un parcours sans couture. C'est ça? Sans couture, parce que nous avons tous des écoles. On a la chance en CHU d'avoir des écoles qui appartiennent à nos institutions. La PHM en compte 12. Je laisse la parole au CHU de Nice pour qu'il témoigne également. Nous, on en compte 5. Donc forcément, les parcours sont simplifiés et pour les salariés des CHU, du coup, c'est plus simple d'entrer dans ces écoles. Est-ce que vous avez, on a essayé de vous faire un peu une photographie globale des outils qui pouvaient exister pour accompagner les agents dans les transitions de carrière? Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, je vais peut-être compléter parce qu'au-delà de se spécialiser, au-delà de se former, qui est une vraie opportunité au CHU, c'est vrai que vous êtes jeune arrivant dans la profession, je pense à vous. On ne sait pas toujours ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut faire. Et là, vraiment, le plus des CHU, c'est aussi d'avoir un nombre de spécialités important. C'est-à-dire que de pouvoir faire un jour de l'endocrinologie, demain de la chirurgie, après-demain de la psychiatrie, puis de la pédiatrie. Et c'est aussi ça, construire son parcours de développement de compétences. Ça permet aussi d'asseoir un petit peu ses envies, de mieux les comprendre. Et c'est une première opportunité qu'un CHU met souvent en place, avec des bourses aux emplois de mobilité interne facilitées, et des démarches donc aussi simplifiées. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pascal. Et au-delà des parcours de développement de compétences qui servent les carrières et les emplois, il y a aussi, quand on souhaite changer effectivement de secteur d'activité, il y a toujours des départements de formation continue qui accompagnent aussi à l'adaptation à l'emploi. Donc on a aussi la chance dans les CHU d'avoir la possibilité d'avoir des parcours d'intégration pour de nombreux professionnels. Donc, alors nous on l'a mis en place au CHU Nice, mais je pense que ça existe dans beaucoup de CHU, avec des parcours d'intégration qui prévoient effectivement des périodes de formation en interne au service, des périodes d'immersion, des périodes de vie ma vie aussi, pour vérifier que, je prends l'exemple d'une infirmière qui potentiellement voudrait faire l'école d'IBOD et qui a la possibilité d'aller passer quelques jours au bloc opératoire, parce que des fois on imagine un métier, mais quand on le vit au quotidien, c'est pas tout à fait le même. C'est la même chose pour le métier de cadre de santé. On propose aussi des vies ma vie. Voilà, donc c'est autant de dispositifs qui permettent aussi de donner l'envie, voilà, d'accompagner, mais aussi parfois de conforter ou d'arrêter des idées d'évolution professionnelle parce qu'elles ne correspondent pas forcément à ce qu'on a envie de faire et à l'idée qu'on se faisait d'un métier. Donc c'est aussi cette manière qu'on a d'accompagner sur des parcours très individualisés. Et ça, je pense que c'est un peu commun à tous les CHU. Voilà, donc nous, ce qu'on se dit au CHU Nice, c'est qu'on est tous en difficulté parce qu'on a une pénurie des professionnels de santé, toute catégorie professionnelle, et ça concerne tout le monde. Et se dire qu'on a peut-être du mal à recruter en externe, on est sur un territoire en plus qui est très concurrentiel.
avec Monaco pas loin, voilà. Et on se dit que du coup, ce qu'on n'arrive pas à recruter en externe, il faut qu'on permette de le recruter en interne. Voilà, donc il faut qu'on donne la possibilité à tous nos agents, notre communauté hospitalière, d'évoluer pour aussi répondre à nos besoins, parce que c'est aussi une manière de répondre à nos besoins et nous permettre de remplir nos obligations de mission de service public, d'offres de recours, puisque tous les CHU sont quand même très concernés par les missions de service public, la continuité, la permanence des soins et toutes les activités de recours, puisque tous les CHU concentrent quand même un certain nombre d'activités de recours. Voilà. Et je partage complètement l'avis de Pascal. Et pour compléter, je dirais que non seulement les CHU peuvent offrir des parcours individualisés, mais ils peuvent également mettre en place des systèmes de détection de potentiel. Parce que parfois, on ne va pas savoir exactement, on peut essayer Vie ma vie de cadre, mais on peut aussi se dire, j'avais pas pensé à ça. Et puis un jour, on a un responsable qui vous tape sur l'épaule en disant, tu sais, je t'ai vu dans telle situation, je pense que tu pourrais avancer, etc. Donc nous, à la PHM, on n'en est qu'à l'étape 1. Mais je crois que vous avez déjà un peu travaillé sur notamment la détection de l'encadrement, qui est un rôle extrêmement important à Nice. Donc peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors, la détection des potentiels, elle s'inscrit de manière un peu institutionnelle dans un processus qui s'appelle aussi l'entretien professionnel et l'évaluation annuelle. Mais nous, en tous les cas, on a fait le constat qu'on avait un certain nombre de métiers en tension avec peu de détection des potentiels dans le cadre des entretiens professionnels et de l'évaluation annuelle. D'autant plus que la DRH que tu es pourrait nous dire, l'évaluation annuelle ne concerne pas tous les agents hospitaliers, d'accord, puisque ça ne concerne que la partie des agents hospitaliers qui sont titulaires. Et on n'a pas que des titulaires dans notre communauté hospitalière, notamment chez les paramédicaux, avec des jeunes professionnels, qui ne cherchent pas forcément à s'inscrire dans un processus d'entrée dans la fonction publique hospitalière et qui souhaitent garder, pour la grande majorité en tous les cas de ce que nous connaissons, un statut de contractuel. Donc au-delà de cette détection qui peut se faire dans le cas des entretiens professionnels et des entretiens de formation, nous, on avait une difficulté au CHU Nice sur le recrutement des cadres de santé. C'est un métier très en tension et donc on a travaillé avec les cadres, avec l'encadrement supérieur, à comment est-ce qu'on pouvait donner envie et comment est-ce qu'on pouvait faciliter l'accès à la formation et au métier de cadre de santé. Donc on a créé ce qu'on appelle un parcours cadre, mais je pense qu'on n'a rien inventé, hein, il n'y a rien de disruptif dans cette méthode, mais on a juste structuré par contre, de manière très participative, un parcours cadre qui permet de permettre un exercice de faisant fonction de cadre de santé, sur des secteurs d'hospitalisation, des plateaux d'hôpitaux de jour, des blocs opératoires, des secteurs interventionnels, etc. Et de sécuriser ce parcours avec la mise en place d'un tutorat, avec un pack formation pendant le parcours et avec des évaluations à 3 mois, 6 mois, 12 mois qui permettent de confirmer ou d'invalider le parcours cadre. C'est-à-dire que nous, on peut effectivement, dans le cas du tutorat et de l'encadrement de ces faisant fonction, estimer que les objectifs ne sont pas atteints et la personne elle-même peut dire écoutez, moi ce métier, je me suis en train de me rendre compte qu'il n'est pas fait pour moi. Voilà. Et à l'issue des périodes d'évaluation, donc on confirme le parcours cadre et nous finançons, comme l'a dit Estelle Gégaud, la préparation au concours, voilà, et nous garantissons le financement pour l'école des cadres avec dès le retour avec le diplôme de cadre en poche, une possibilité d'intégrer le corps des cadres de santé et d'être titulaire de son grade dans les 6 mois suivant la sortie de l'école. Voilà. Et ça, c'est vraiment un parcours qu'on a initié avec Anne-Gaëlle en 2019. Et là où on avait très peu de candidats tous les ans, on avait 3-4 candidats maximum, avec ce système de détection qui permet, on va dire, d'ouvrir la vanne, on a à peu près entre 15 et 25 candidatures tous les ans. Et nous en retenons en général entre 8 et 15, voilà, que nous inscrivons dans le parcours et que nous nommons faisant fonction de cadre. Et comme vous, hein, on consacre beaucoup de notre enveloppe financière à la promotion professionnelle. Et nous envoyons tous les ans, de manière financée à l'école des cadres, entre 8 et 12 personnes. Et de manière assez générale, nous finançons tous ceux qui réussissent le concours. Voilà un petit peu le type d'exemple qu'on a fait. On espère pouvoir développer cette méthode maintenant pour la détection des potentiels cadres supérieurs de santé. Voilà.
Et puis éventuellement pour d'autres métiers en tension, comme le métier de manip radio, pour lequel on est tous concernés, sur lequel on peut aussi peut-être avoir le même type de dispositif. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes étudiant? Oui? Ah voilà. Bonjour et merci pour cette présentation. Rakissal, cadre de santé. J'ai une question par rapport à justement ce que vous disiez par rapport à vos difficultés d'embaucher des cadres. Est-ce que vous ouvrez uniquement aux cadres de santé, donc ceux qui ont cette étiquette, ou à des infirmières qui ont fait des masters par exemple, ce qui est mon cas, ce qui pourrait aider un petit peu plus à ouvrir, on va dire, les profils. Alors effectivement, pour répondre à votre question, il y a deux écoles. Il y a deux écoles et il y a aussi se dire est-ce que la formation cadre de santé est nécessaire pour être cadre de santé. Qu'est-ce qu'on attend d'un cadre de santé en fait? On attend qu'il sache manager, animer, coordonner, motiver, encadrer une équipe, des projets. Et on en a longuement échangé. Et c'est vrai qu'il faut être aussi réaliste au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Et cette pénurie, elle existe. Elle existe, mais il y a aussi des personnes qui se sont engagées dans des parcours, dans des masters 1, des masters 2, en gestion, en organisation. Donc c'est vrai que nous, on a fait le choix aujourd'hui d'embaucher des paramédics masterisés et de les intégrer en tant que, d'abord, faisant fonction cadre de santé, parce qu'ils n'ont pas le grade, mais ils sont sur des missions de cadre de santé. Et aujourd'hui, on les accompagne jusqu'à la validation de la reconnaissance du diplôme de cadre de santé. Donc, on va jusqu'au bout. Et là, on est en train de finaliser de comment on accompagne ces cadres masterisés dans le montage du dossier, hein, parce que c'est un dossier qui est quand même assez ardu, en tout cas, et qu'il faut savoir valoriser son expérience pour avoir cette équivalence. Et on a aujourd'hui 3 personnes qui ont pu finaliser ce parcours et cette reconnaissance du diplôme de cadre de santé par le biais de la masterisation. Alors peut-être juste pour compléter, je ne sais pas si on parle de la même chose, l'universitarisation des études de cadre, non, c'est pas la même chose, c'est ça. Voilà. À la PHM, on a participé, alors vous savez que nous, la PHM a un institut de formation des cadres de santé, mais dans le cadre d'une expérimentation, le diplôme de cadre de santé va passer à la fac de médecine sur 2 ans, là où on faisait 1 an. Et dans le cadre de cette expérimentation, nous, on a 7 agents qui sont partis à la fac, ce qui risque de se passer sur d'autres types de masters que celui-ci, pour des agents qui auraient d'autres types de masters, c'est que cette voie-là va ouvrir la possibilité pour des professionnels, une IDE qui aura un master en organisation, par exemple, et non pas le master cadre de santé qui sera dispensé par la fac, c'est qu'il y aura probablement des équivalences, comme il y en a dans tous les systèmes universitaires. Donc en gros, si vous avez un master, je ne sais pas, en gestion des organisations ou en économie et que vous voulez devenir cadre de santé, les passerelles seront certainement facilitées. Voilà, comme vous l'avez déjà anticipé, vous, au CHUF. Voilà, Denise. Alors, nous, on a vraiment on a mis en œuvre en fait, un arrêté qui date de 2014, hein, qui est très vieux, mais qui est très peu connu, qui est le dispositif de la VAE pour obtenir un diplôme de cadre. Alors, c'est vrai que pour compléter un petit peu le dispositif, effectivement, on attend des compétences pour exercer les fonctions d'encadrement et ce n'est pas le diplôme qui fait la compétence. On est bien d'accord. C'est pour ça que diplôme de cadre de santé IFCS ou master, nous, en tous les cas, on a estimé que ça ne devait pas être discriminant. Par contre, ce qui est discriminant, c'est que le master, voilà, et la DRH en dira plus que moi parce que c'est quand même son cœur de métier, le grade de master ne permet pas d'intégrer le corps des cadres de santé. Le seul diplôme qui est reconnu dans la fonction publique hospitalière et qui permet d'intégrer le corps, c'est le diplôme de cadre de santé. C'est pour ça que nous, on accorde et on permet ce dispositif
à la condition sine qua non que le candidat qui est masterisé s'intègre dans un processus de VAE pour obtenir le diplôme de cadre de santé par la VAE. Parce que sinon, on ne pourra jamais le nommer cadre de santé et on ne pourra jamais lui proposer d'évolution professionnelle sur ce corps des grades, des cadres de santé. Donc voilà, nous c'est la condition sine qua non et c'est un contrat moral que nous avons, hein, puisque avec les trois candidats dont vous a parlé Anne-Gaëlle, c'est le contrat qu'on a eu avec eux, c'est qu'il fallait qu'ils déposent leur dossier pour obtenir leur validation du diplôme de cadre de santé pour qu'on puisse sécuriser leur parcours en fait. Voilà. Oui, on ne peut pas effectivement intégrer le grade fonction publique hospitalière sans avoir le diplôme, mais maintenant le diplôme va être accessible par le biais de la fac. Non, par le biais de la fac, non. Et par la VAE aussi, voilà, mais par le biais de la fac, voilà. Donc les chemins seront multiples. L'idée, c'est d'accompagner tous les chemins, voilà, et d'accompagner tout le monde dans une stratégie de la réussite. Voilà, en sachant que l'ensemble de ces dispositifs, quels qu'ils soient, ils sont individualisés et qui sont toujours gagnant-gagnant. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et je vais être un petit peu corporate, hein, mais je crois que toutes ces possibilités d'évolution, d'agilité en tout cas, et d'évolution professionnelle, c'est plus facile dans la fonction publique et encore plus facile en CHU. Parce que quand on travaille en clinique privée, ou alors un petit peu moins en privé à but non lucratif, on n'a pas cette même agilité, en tout cas de départ, de remplacement, d'organisation, de pluralité et de pouvoir faire son chemin et développer de multiples compétences. Et c'est vrai qu'on est quand même bien accompagné dans des CHU et des structures un petit peu plus conséquentes pour permettre d'évoluer. Et même si on ne vient pas vous chercher, vous trouverez toujours une porte à laquelle frapper pour qu'on vous aide à évoluer, en tout cas. J'ai une question pour le jeune étudiant, enfin le jeune futur professionnel dans un CHU, bien sûr. Vous disiez que vous étiez la première promo à avoir intégré un IFSI via Parcoursup. On lit beaucoup dans la presse ou autre que Parcoursup a un peu justement dévié la formation d'infirmiers et que beaucoup de jeunes abandonnent parce qu'ils se retrouvent sélectionnés via Parcoursup, mais qu'en fait, ce n'est pas du tout le métier auquel ils s'attendaient. Je voulais juste avoir votre avis à vous, étudiants de 3e année, et vos avis à vous de professionnels. Effectivement, ça peut arriver en début d'année. Il y a des personnes qui ont été sélectionnées à Parcoursup, mais qui se retrouvent dans une formation qui ne leur correspond pas du tout et qui se retrouvent soit du coup à abandonner la formation ou se réorienter s'ils peuvent. Mais c'est vraiment une minorité. De ce que moi j'ai pu constater dans ma promotion, c'était vraiment une minorité. Mais dans la plupart des cas, c'était... dans ma promotion que je connais bien du coup maintenant depuis 3 ans, tout le monde avait ce choix de devenir infirmier ou infirmière. Voilà. Juste, effectivement, on en parle beaucoup. Hein. Parcoursup est un dispositif qui mérite d'être évalué. Je pense que les collègues qui dirigent des instituts de formation sont très, enfin en tous les cas, ont bien ça en tête. Il faut qu'on évalue ce dispositif et qu'on soit force de proposition. L'idée aujourd'hui, c'est quand même qu'on manque d'infirmiers. Voilà, et on manque d'infirmiers au territoire national. Donc, je ne sais pas si la période est propice pour remettre en place des sélections qui ne permettent pas une entrée facilitée en école d'infirmière. Après, moi, je partage ce constat, il est partagé par tout le monde. Mais par contre, je trouve que là où c'est un peu stigmatisant, c'est que dans toutes les études universitaires, quelles que soient les filières, le taux d'échec, le taux d'abandon, il est très important en première année en fait. Donc je pense que la formation infirmière, elle ne se démarque pas des autres. Voilà. Donc après, c'est un métier difficile, c'est un métier d'engagement, c'est un métier où on travaille en équipe. C'est un métier où les jeunes générations ont appris ce métier par Dr House, etc.
Donc c'est vrai que le métier d'infirmier aujourd'hui, il n'est pas forcément celui qu'on voit dans Dr House. Donc c'est vrai que la première confrontation au service de soins, dans le cadre des stages, c'est souvent aussi une prise de conscience. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille en faire un élément discriminant. Et je trouve qu'on en parle beaucoup sans avoir vraiment d'éléments d'analyse, des éléments comparatifs. Moi, je serais curieuse de savoir ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Je serais curieuse qu'on fasse des benchmarks sur les autres filières universitaires, parce que voilà, on a tous autour de nous des exemples de gens qui, en première année de leurs premières études post-bac, se sont rendus compte que ce n'était pas le bon choix et qui voilà. Et je pense que c'est valable pour le métier d'infirmier comme pour toutes les autres filières, quoi. Après, ça n'empêche pas qu'il faut qu'on améliore nos dispositifs de formation en permanence, qu'on réponde mieux aux attentes des étudiants. Les attentes des étudiants ne sont pas aujourd'hui celles qu'elles étaient il y a 20 ans, ça c'est clair. Il faut qu'on améliore nos conditions d'accueil, nos conditions d'accompagnement des étudiants. Et là-dessus, il y a plein de propositions qui sont faites et qu'il va falloir maintenant qu'on mette en œuvre et qu'on accompagne. On clôture. Merci en tous les cas. Merci pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et merci aux témoins, à nos 3 témoins qui ont accepté de partager cette table ronde avec Elsa et moi. Merci beaucoup.